OK, dans cette vidéo-ci, je vais mettre en contexte. Je vais vous montrer en contexte l'idée d'une erreur de type 1 et de type 2. Mais en fait, je vais me concentrer ici sur une erreur de type 1. Okay? Souvenez-vous ce que c'est. Une erreur de type 1, c'est quand l'hypothèse nulle est vraie. Donc, il n'y a aucune différence entre la population et mon échantillon. Mais moi, je conclus que l'hypothèse nulle est fausse. Ça, c'est une erreur de type 1. OK? Wow, ça a l'air un peu flou sur mon écran, mais en tout cas, on fait ça comme ça. J'ai pas la technologie. Avec un petit peu plus de temps, j'aurais pu acheter quelque chose que j'écris sur l'écran et ainsi de suite, là, mais on va faire ça de même, OK? On va prendre mon vieil exemple là, de tantôt. Là. Imaginons que je m'intéresse à l'intelligence. Puis je sais que la moyenne de l'intelligence dans la population, c'est 100, puis l'écart type, c'est 15. OK? Et puis, je prends un échantillon de 25 personnes. OK? Et je trouve une moyenne... donc, 25 enfants, par exemple, qui habitent proche d'une ligne électrique. Et je trouve une moyenne de 120, disons. OK? Un QI de 120. Donc, vous savez comment tester mon hypothèse nulle. D'abord, je vais écrire ça. OK? Mon hypothèse nulle, c'est que la moyenne de la population d'où viennent ces 25 enfants-là, c'est la même que la moyenne générale. Puis mon hypothèse alternative, ça serait que la moyenne de la population d'où viennent ces 25 enfants-là, en termes d'intelligence, c'est pas la même que la moyenne générale. OK. Et mon niveau de critère, c'est mon alpha, que je vais mettre, c'est 0,05. OK? 5%. Comme on a vu dans la vidéo, il y a quelques vidéos de ça. Okay? Donc, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de mon erreur type. Donc, mon erreur type qui est ici, c'est égal à quoi? C'est égal à mon écart type divisé par la racine carrée de n, qui est égal à 15 divisé par 5, qui est égal à 3. OK, là, je peux calculer mon z. Là. En tout cas, mon z, donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à 120 moins 100 divisé par 3 est égal à 20 divisé par 3. Aucune idée de ce que ça donne ça. Je vous reviens. OK, ça donne 6,67. Parfait. Parfait. Ici, ma distribution avec ma moyenne. OK. Et vous vous souvenez que j'avais dit que ma zone de rejet, OK, donc je veux tester la probabilité que les enfants je veux tester comment probable il est, si l'hypothèse nulle est vraie, de tomber sur un échantillon qui est 120 ou plus si j'ai pris 25 personnes. Okay? Et ma zone limite, mon critère pour rejeter mon hypothèse nulle, c'est alpha, c'est 0,05, okay? 5%. Et je sais que ça, c'est associé à un Z de 1.645. C'est moi juste vérifier ça parce que je le fais par cœur, puis je veux juste vérifier que c'est le bon chiffre pour ne pas me contredire. OK, oui, c'est ça. C'est bien 1.645. OK? C'est le Z qui est associé à une probabilité de 5%. Okay? Donc, là, je viens de calculer mon Z ici. De 6,67. OK? Donc, techniquement, mon Z est beaucoup plus grand que mon Z de critique. Mon Z observé ici. Ça, c'est mon Z observé. Est beaucoup plus grand que mon Z critique. OK? Et je conclus que les enfants
qui vivent proche d'une ligne électrique, il est tellement improbable qu'ils fassent partie de cette distribution-là, okay, parce qu'ils seraient comme dépassés l'écran. Hein. Quelque part, leur Z serait 6,67. Okay. C'est tellement improbable que je conclus que l'hypothèse nulle doit être fausse. Imaginons que, en fait, là je peux pas le calculer parce qu'en fait, le 6,67, comme je vous disais, dépasse grandement ce qu'on peut calculer avec la feuille des scores Z. Un ordinateur le ferait très facilement. Un ordinateur nous dirait peut-être que la probabilité reliée à ce score Z-là est de 0,00000001, par exemple. OK? Imaginons ça. OK? De 0,00000, etc. 1. Donc, moi, je dis, hey, c'est tellement petit, c'est ridicule. Ça veut dire que c'est presque impossible. La probabilité est tellement petite de trouver, avec 25 personnes, une moyenne de ça, si HO est vrai, que je choisis de rejeter HO. Sauf que, ça se peut que ça soit la fois, une fois sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur tous ces zéros-là, que ça arrive. Après tout, il y a des choses rares qui arrivent. Il y a des gens qui gagnent à la loterie, même si vous avez plus de chances de vous faire frapper par le tonnerre que de gagner à la loterie. Par une éclair, en fait. Le tonnerre, c'est le bruit. OK, là, je m'en vais dans d'autres choses. Mais, donc, vous comprenez le principe? C'est que je suis en train de rejeter l'hypothèse nulle parce qu'il y a tellement peu de chances, si elle est vraie, de trouver cette moyenne-là. Sauf que, il y a tellement peu de chances, mais il y a quand même une chance. C'est juste qu'elle est tellement petite. Je préfère croire que la chance est tellement petite que ça vaut pas la peine de croire que l'hypothèse nulle est vraie. Mais il est possible, il n'est pas impossible que je sois tombé cette fois-ci sur un échantillon qui, bizarrement, avait très peu de chance, mais avait quand même une minime chance d'être 120, alors qu'il vient d'une population dont la moyenne est 100. Okay? Je ne peux jamais prouver que l'hypothèse nulle est absolument fausse. Je peux toutefois quantifier les probabilités de trouver telle chose en supposant qu'elle est vraie. Et ici, je trouve que les probabilités de trouver ça en supposant qu'elle est vraie, l'hypothèse nulle, sont vraiment petites. Conclusion, elle doit être fausse. Sauf que, pas nécessairement. Elles sont vraiment petites, mais peut-être que cette fois-ci, tu es arrivé sur une chance sur 100 millions, par exemple, de trouver un échantillon de 120, de 25 personnes qui fait partie d'une population dans la moyenne des 100. Ça serait une erreur de type 1. Okay? Parce que je conclurais que les enfants ici, 25 enfants, font partie d'une population différente en termes d'intelligence. Le fait de vivre proche des lignes électriques a eu un impact sur eux qui fait qu'ils font maintenant partie d'une distribution différente que la distribution normale, générale de la population par rapport à l'intelligence. Mais ça serait pas vrai. J'ai juste tombé sur un cas où, à partir d'une population dont la moyenne est 100, il va être extrêmement rare, mais ça pourrait arriver parfois, une fois sur 100 millions, sur 300 millions, je sais pas, que j'obtienne cette moyenne-là. Ça, c'est une erreur de type A ou de type 1, okay, mis dans un contexte, mis dans ce contexte-ci. Maintenant, quand on y réfléchit bien, on commence à comprendre que quelles sont les chances, avec toutes ces données-là et ainsi de suite, je suis même pas obligé de parler des données spécifiques. Dans cet exemple-là, quelles sont les chances que je trouve, que je fasse, sans le savoir, une erreur de type 1? Je peux déjà les déterminer dès le départ. Les chances que je sois en train de faire une erreur de type 1 sont de 5%. Elles sont de 5%. Ça veut dire qu'il y a 5% des moyennes qui vont tomber ici. Là. Ça veut dire que
il peut y avoir des choses qui tombent ici, mais qui sont probables. Sont juste tellement peu probables. Sont probables en dessous de 5%. Moi, je me dis, en dessous de 5%, je trouve ça trop improbable. Puis je dis que l'hypothèse nulle est fausse. Sauf que, il peut arriver quelque chose qui était juste de 1% probable, ou de 2% probable, ou de 0,005% probable, ou de 0,00001% probable. Ça peut arriver, ces choses-là, quand même. C'est rare, mais ça peut arriver. À cause que moi, je me suis dit que je considère qu'à partir de 5%, l'hypothèse nulle est rejetée, ça veut donc dire que j'ai 5% de chance de me tromper. Il y a 5% des cas qui pourraient arriver où est-ce que je trouve une moyenne, puis je rejette l'hypothèse nulle, mais alors qu'en réalité, j'aurais pas dû la rejeter. Donc, c'est ça qui est intéressant quand on comprend que c'est vous qui déterminez quel est le risque que vous fassiez une erreur de type 1. De par le seuil que vous déterminez, que vous souhaitez utiliser pour rejeter votre hypothèse nulle. Si à la place j'utilisais un alpha de 0,01 pour rejeter mon hypothèse nulle, en d'autres mots, si je disais que c'est à partir de 1% de chance ou moins que je rejette mon hypothèse nulle, ben mon risque de faire une erreur de type 1 serait de 1%. Mais ici, il est de 5%. Ça veut dire qu'on accepte que si on refaisait cette étude-là 100 fois, il y aurait 5 fois où probablement on ferait une erreur de type 1. Okay? Mais évidemment, comme on ne fait pas cette étude-là 100 fois, on la fait rien qu'une fois. Dans ce cas-ci, on vient de la faire, là. Imaginons du moins que vous venez de faire une étude comme ça, voici les résultats, là. Vous ne savez pas si cette fois-ci, vous êtes en train de la faire, puis c'est la fois où est-ce que vous tombez sur une erreur de type 1. Mais vous savez qu'il y a 5% de chance que vous êtes en train d'en faire une. En passant, une façon, parce que là, on se dit, comment je sais si je suis pas en train de faire une erreur? Une des façons dont on peut vérifier ça, c'est de refaire l'étude une autre fois, puis une deuxième fois, la refaire dans différents contextes, que différentes personnes fassent exactement la même étude, dans différents coins du pays, ou quelque chose comme ça. Puis si, à chaque fois, on obtient qu'on rejette l'hypothèse nulle, ça semble tenir le coup. Mais si vous faites une étude, puis vous trouvez, comme nous qu'on vient de trouver, qu'on la rejette, l'hypothèse nulle, mais on ne sait pas si c'est une erreur de type 1, puis on demande à quelqu'un, un ami, peux-tu refaire cette étude-là avec 25 personnes, toi? Il la refait, puis lui, il ne rejette pas l'hypothèse nulle. Puis là, une deuxième personne l'a fait, puis elle ne rejette pas l'hypothèse nulle non plus. Mais une troisième personne l'a fait, puis elle ne rejette pas l'hypothèse nulle. Ça veut dire que peut-être que c'était nous qui ont eu, peut-être que nous, on est tombé sur la fois où on a rejeté l'hypothèse nulle alors qu'on ne devait pas. On est tombé sur une erreur de type 1. OK? Je vous laisse avec ça.